Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le matériel que j'utilise actuellement pour la prise de vue photo-vidéo et vous expliquer pourquoi je suis passé chez Sony et surtout les petites nuances qu'il y a par rapport à ce changement. Pour commencer, cette vidéo où je vous présente mon matériel photo-vidéo, c'est pas forcément quelque chose de nouveau sur la chaîne puisque j'en ai déjà fait une il y a un petit peu plus de 2 ans. Mais au final, en 2 ans, il y a pas mal de choses qui ont changé. Bon, déjà ma barbe, ma carrure, le monde autour de nous, mais également ce qui nous intéresse vraiment ici, le matériel que j'utilise actuellement. Donc c'est pour ça qu'on fait une mise à jour. Si vous avez déjà vu la vidéo, eh bien on va vous expliquer les différences. Si vous ne l'avez pas vu, on va vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ces changements. Tout d'abord, pour tout ce qui est les supports, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Au niveau du stabilisateur, j'utilise toujours le Webill Lab de mon côté. Alors il y a eu 2 nouvelles versions depuis, le Webill S qui a un design vraiment très similaire et le Webill 2 qui a un écran intégré qui se rajoute dessus. Si vous voulez partir sur un stabilisateur aujourd'hui et que vous voulez quelque chose de compact et léger, je vous conseille vraiment plus de partir sur le Webill 2 si vous le pouvez ou sur le Webill S si ça rentre plus dans votre budget. Ce qui fait que moi je ne change pas, c'est qu'en fait régulièrement quand j'ai besoin d'un stabilisateur, je peux emprunter au magasin des stabilisateurs qu'on a à la location. Mais de manière générale, je vous conseille vraiment plus de partir sur Webill S ou Webill 2. Au niveau des trépieds, j'ai gardé le Starblitz que je vous présentais dans la vidéo, qui est un trépied en carbone extrêmement léger, qui manque un petit peu de résistance, notamment au vent, donc qui fait que je ne l'utilise que dans les situations où j'ai besoin de vraiment quelque chose de léger et pas des meilleurs résultats possibles, notamment parce que je fais beaucoup de randonnées et de photos sportives, et quand je dois aller dans des accès un petit peu difficiles, je suis content d'avoir quelque chose de léger qui ne m'embête pas plus que ça à transporter. Par contre, maintenant j'ai un nouveau trépied principal, c'est le Peak Design Travel Tripod. L'intérêt c'est qu'il est ultra compact, donc à transporter c'est très bien. L'inconvénient c'est que comme j'ai pris la version aluminium, il est quand même assez lourd. Il y a une version carbone qui est plus légère, mais dans tous les cas elle reste quand même beaucoup plus lourde que mon Starblitz. Donc pour ma part j'ai voulu prendre ce trépied là comme principal parce qu'il est compact et du coup je peux le transporter facilement partout. Par contre, quand le point principal que je veux c'est la légèreté, eh bien je prends un trépied ultra léger, à savoir mon Starblitz. Et puis l'intérêt en plus, c'est que dessus j'ai une tête Peak Design et donc je peux reprendre le plateau rapide et le mettre sur un autre accessoire que j'ai, que je vais vous présenter tout de suite. C'est le Capture V3 que j'ai ici, qui est toujours monté sur mon sac. L'intérêt, c'est que ça me permet d'avoir mon appareil photo qui est à disposition au niveau de ma poitrine. Je peux le prendre en 1 seconde, le remettre en 1 seconde. C'est ultra pratique, c'est toujours rangé et c'est en sécurité quand je marche. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cet accessoire, on vous invite à aller voir une vidéo qu'on a fait sur Peak Design où on en parle avec d'autres accessoires plus en détail. Et également, pour pas faire tomber mon matériel, j'ai une cuve sur chacun de mes boîtiers. Je vais vous expliquer quel boîtier un petit peu plus tard. La cuve, c'est une Dragon de chez Peak Design qui se met au poignet et qui a l'avantage, contrairement aux Dragon plus standards qu'on a notamment au niveau du cou, de justement ne bloquer que le poignet. Donc d'une, ça ne fatigue pas le cou parce que moi j'aime pas du tout la sensation d'avoir un appareil sur le cou pendant plusieurs heures. Et de deux, je suis sûr que mon appareil est sécurisé sans qu'il me gêne parce que de toute façon ma main est prise par le boîtier, donc autant que mon poignet soit verrouillé avec. Au niveau du son, j'ai toujours mon LSP4 pour enregistrer dans la meilleure qualité possible avec quelque chose d'ultra compact et léger. C'est vraiment ce que je recherche dans tout mon matériel, c'est pouvoir le transporter facilement sans que ce soit encombrant et que du coup j'ai pas besoin de me poser la question de est-ce que je le prends ou pas quand je me déplace. Et puis dessus, régulièrement, je mets des micro-cravates. Là, j'ai pas pu l'utiliser forcément parce que pour enregistrer cette vidéo, j'ai un autre enregistreur. Mais de manière générale, j'utilise souvent des micro-cravates dessus pour pouvoir enregistrer notamment toutes les vidéos YouTube de la chaîne. Et pour la sécurité, j'ai toujours sur l'appareil photo un Rode VideoMic Ricoh qui me sert à enregistrer le son depuis le boîtier. Comme ça, si jamais j'ai un souci sur l'enregistrement sur le LSP4, eh bien je peux récupérer le son du Rode. Ça ne m'est pas encore arrivé, donc j'en ai vraiment pas besoin, et tant mieux parce que le son est beaucoup moins bon, mais je le fais quand même au cas où, si un jour ou l'autre j'en ai besoin. Pour le filtre ND, j'utilise toujours, alors il est dans une boîte particulière, mais c'est un filtre Kaz que je vous avais présenté la dernière fois. C'est un filtre ND variable pour la vidéo, c'est idéal. Il va de ND3 à ND1000, donc en plus il a vraiment une grande gamme de ND, donc ça c'est très pratique. Il a débuté pour s'arrêter avant le problème de croix qu'on retrouve sur beaucoup de filtres ND qui n'ont pas ce type de butée. Même si j'évite d'aller le pousser jusqu'à ND1000 parce qu'au bout on commence à avoir des problèmes au niveau de la polarisation, les couleurs qui changent, etc. Mais clairement j'en suis très satisfait, j'ai des adaptateurs pour le mettre sur tous les diamètres dont j'ai besoin selon l'objectif que j'utilise et c'est vraiment idéal. Alors c'est un filtre qui n'est pas donné, il est à 200 € il me semble,
mais au moins quand on a un filtre comme ça de bonne qualité, on est sûr qu'on peut y faire confiance et puis on le garde des années, donc voilà, c'est vraiment une bonne solution. J'ai également toujours mon moniteur de retour, alors que j'utilise actuellement pour filmer cette vidéo. L'intérêt, c'est déjà d'avoir des false colors, d'avoir du picking et plein d'options pour vérifier que mon image est bien exposée, qu'elle est nette, etc. Et puis surtout, maintenant qu'un de mes deux boîtiers n'a pas un écran réversible, eh bien ça me permet, lorsque je me filme, de pouvoir regarder le moniteur de retour et quand même avoir un retour sur ce que je filme. Ce que je vous conseille par contre, si vous recherchez un moniteur de retour, c'est pas forcément de prendre le même que le mien parce qu'il ne se fait plus. Ce que je vous conseille, c'est plutôt de prendre le Atomos Shinobi, soit en version 5 pouces si vous voulez quelque chose de plutôt compact, soit en version 7 pouces si ce que vous voulez, c'est vraiment avoir l'écran le plus agréable possible. Il n'enregistre pas, c'est pas fait pour. Si vous voulez des enregistreurs, vous pouvez toujours nous contacter, on a les coordonnées dans la description et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions, même d'ailleurs si ça concerne d'autres choses en photo ou en vidéo. Bon, maintenant je vous ai beaucoup teasé dans le titre et à vous faire attendre, on va commencer à parler du boîtier et des optiques, qu'est-ce que j'ai changé. Tout d'abord, la plus grosse différence, c'est que maintenant je suis passé avec un Sony Alpha 7 III. Alors je n'ai pas pour autant revendu mon Panasonic G9, au contraire je l'utilise encore beaucoup et je vais vous expliquer pourquoi je garde les deux. L'Alpha 7 III de Sony, j'ai choisi de le prendre parce que bon, déjà il a un capteur plein format, donc qui est 2 fois plus grand que le capteur micro 4 tiers du G9, donc dans toutes les situations de basse lumière, ça fait vraiment une énorme différence et en fait j'utilise que ce boîtier là dès qu'on est en intérieur. Et puis il a un autre très gros avantage, c'est la mise au point automatique. Elle est extrêmement performante, elle est fiable, on vous l'a répété plein de fois, le fait qu'il ait le suivi de l'œil même des animaux, c'est très pratique notamment quand je fais de la photo de sport et que je ne suis pas dans une situation où je peux prendre le temps avec le sportif de me placer, etc. Plus dans une situation où le sportif fait ce qu'il veut et c'est à moi de m'adapter. Là, le 7 III, il est vraiment très bien. Parce que même si le G9 il a une mise au point automatique très performante et à laquelle je fais confiance, le 7 III quand il y a de l'humain c'est encore plus performant et du coup c'est vraiment mieux à ce niveau-là. Et puis pour filmer mes vidéos YouTube, comme c'est le cas actuellement, j'utilise un Alpha 7 III. Parfois je vais filmer des vidéos dehors, je vais filmer des vidéos dans des endroits où je suis seul en fait, et à ce moment-là je trouve ça indispensable d'avoir une mise au point automatique dans laquelle on peut avoir confiance. Mais du coup, je garde le Panasonic G9 déjà pour filmer sur fond vert et pour filmer à chaque fois que j'ai besoin d'utiliser du log, puisque ça me permet de filmer en 4:2 10 bits en interne, donc d'avoir beaucoup plus de détails dans les couleurs. Donc pour le log, c'est indispensable pour pas avoir des artefacts qui arrivent dans l'image. Et pour le fond vert, pour avoir un détourage de qualité, c'est vraiment très utile parce qu'en 4:2.0, on a beaucoup trop de compression et on a des lignes dégueulasses autour des sujets. Donc là au moins, on n'a pas le souci. Et puis je m'en sers aussi parce qu'il a de la 4K 60 en vidéo, de la 1080p en 180 images par seconde pour du ralenti encore plus performant que le 7 III. Et il a même en photo une rafale à 20 images par seconde avec la mise au point automatique. Donc ça c'est très pratique dans le sport quand j'ai besoin d'action ultra rapide ou même pour de l'animalier. Et il a un mode pré-rafale que n'a pas l'Alpha 7 III. Pareil pour l'animalier, c'est excellent. Si vous voulez comprendre ce mode, encore une fois, on a une vidéo qui y est dédiée. Donc voilà, il y a plein de raisons qui font que j'utilise encore le G9 et que j'en suis extrêmement satisfait, mais pour certaines situations, j'étais beaucoup trop bridé et du coup, j'ai préféré partir sur un 7 III. Dans mon cas, du coup, je peux vraiment m'adapter à toutes les situations dont j'ai besoin. Et puis, j'ai rajouté un grip sur le G9 dans lequel je mets ma deuxième batterie. L'intérêt, c'est de pouvoir faire de la photo en portrait et d'avoir tous mes réglages qui sont disponibles sur le dessus, avec les molettes, etc. Et en prise en main, clairement, je trouve ça beaucoup plus agréable. Sur le G9, du coup, j'ai toujours mon 1240 2.8 Olympus. La première version, ils ont sorti une nouvelle version avec le nom OM System maintenant. La différence, c'est qu'elle est mieux tropicalisée, la nouvelle version, mais en mise au point automatique, celui-ci est déjà excellent puisqu'il permet de bénéficier des 50 images par seconde en rafale de l'OM1. On n'a même pas besoin de passer sur la deuxième version, évidemment la deuxième version le permet aussi. Du coup, j'ai aucune raison de passer sur un autre parce qu'en performance, il est excellent. Si vous voulez quand même avoir le meilleur, je vous conseille de partir sur l'OM System en version du coup du 1240. Sinon, c'est une excellente alternative pour diminuer un petit peu le budget et quand même avoir des performances incroyables puisque je vous dis, la grosse différence, c'est vraiment la tropicalisation. Sur le piqué et la vitesse, globalement, on est assez similaires. J'ai toujours mon Laowa 7,5 mm f2 qui me sert quand j'ai besoin d'un ultra grand angle et puis à f2 on a beaucoup de lumière donc dans beaucoup de situations je le transporte, surtout qu'il est ultra compact donc il peut presque se glisser dans une poche si on le veut. J'ai aussi l'Helios 44-2, c'est une optique très connue parce qu'elle a un flou très particulier en arrière-plan avec un bokeh tournant, c'est-à-dire que sur les bords, le bokeh commence à prendre une forme ovale petit à petit et du coup il entoure vraiment le sujet donc c'est vraiment très esthétique.
En ce qui concerne sa longueur focale, c'est un 58 mm f2. Il manque beaucoup de piqué par rapport à l'exigence des boîtiers actuels, mais c'est aussi ce qui fait son charme parce qu'on a une image très douce avec une belle transition au niveau du flou. Il y a plein d'autres petits soucis qu'a cet objectif. En plus, il n'a pas de mise au point automatique. Là, c'est vraiment du plaisir de passionnés de photos qui recherchent un style d'image particulier. C'est aussi l'intérêt de prendre des focales un peu moins bonnes en argentique, notamment en occasion, puisque ça permet d'avoir des styles très particuliers. Et puis du coup, j'ai mis un adaptateur pour monter parce que c'est une bague M42 et du coup, je le monte sur mon G9. Et au niveau des longues focales, quand j'avais fait la vidéo il y a 2 ans, je vous avais présenté le 200 mm f2.8 que j'avais à l'époque de Panasonic. Je l'ai remplacé depuis, je suis passé sur le 100-400, toujours en Panasonic Leica, qui a une excellente qualité d'image. On est vraiment très piqué, un poil moins forcément que le 200-2.8 puisque c'est pas une focale fixe. Mais au moins je peux aller jusqu'à 800 mm, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus compact, donc pour mon transport c'est beaucoup plus pratique, et dans toutes les situations de randonnée que je fais, dans toute l'approche que je fais pour l'animalier et puis pour le sport, c'est très pratique d'avoir cette optique qui est ultra légère, et au final je l'utilise beaucoup plus que quand j'avais le 200-2.8, même s'il est plus qualitatif, je préfère utiliser cette solution-là. Sur le Sony, j'ai 2 objectifs pour l'instant, j'ai le 20 mm f1.8G qui me permet d'avoir à la fois en fait un 20 mm et un 24 mm, puisque régulièrement quand j'en ai besoin, je recadre pour avoir les déformations d'un 24 mm. Si vous voulez comprendre pourquoi j'ai les déformations du 24 et pas d'un 20 quand je recadre, on vous invite à aller voir une vidéo qu'on a fait à ce sujet. Que ce soit au niveau du piqué ou de la réactivité et de la mise au point automatique, c'est excellent, c'est vraiment une optique très agréable à utiliser et qui reste plutôt compacte et légère. On garde toujours la même problématique pour mes situations. Et j'ai également un 55 mm f1.8 Zeiss qui est actuellement en train de me filmer, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. L'intérêt là, c'est également d'avoir du f1.8, donc comme ça, on a la même luminosité sur les deux. J'ai pas de 35 parce que j'ai pas trop besoin des focales de 35, c'est très rare que je fasse des photos à ce genre de longueur focale personnellement. Je préfère justement avoir une compression plus importante. Pareil, sur le 55, quand j'ai besoin, je recadre un peu. De toute façon, on a 24 mégapixels sur l'Alpha 7 III, donc quand il y a besoin, on peut recadrer. De toute façon, je ne vais pas faire des tirages en 4 mètres par 3, donc ça fonctionne très bien. Le Zeiss, le seul petit inconvénient, c'est qu'il a pas mal d'aberrations chromatiques qui arrivent dans l'image. Personnellement, ça ne me dérange pas, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que sinon, sur tout le reste, il est excellent. Et c'est le plus compact pour une aussi belle qualité en 50 mm chez Sony, puisque les autres, pour avoir un aussi bon piqué, ils sont vraiment énormes, notamment le 50 mm 1.4 Sigma. Alors c'est sûr qu'on a un 4, mais par contre, avec le poids qu'on prend, franchement, je préfère vraiment pour ma part le 55 Zeiss. Pour finir avec les quelques accessoires qui me restent, j'ai un chargeur ProCube de chez Anel. L'intérêt en fait c'est de charger 2 batteries Sony en même temps parce que j'ai pris la version Sony. Et d'ailleurs ma deuxième batterie Sony est une batterie Anel, c'est la version Anel Ultra qui est vraiment de très bonne qualité et c'est pour ça qu'utiliser cette batterie là par rapport à une Sony ça me dérange pas du tout. Et de toute manière, le boîtier a tellement d'autonomie que même quand je fais une journée entière de shooting de photos de sport où je suis en rafale tout le temps à 10 images secondes, que je vais prendre 2000 à 3000 images dans ma journée parce que vraiment il y a plein d'actions qui se passent, eh bien j'arrive pas à finir une seule batterie de Sony. Donc franchement, celle-ci, elle reste toujours dans mon sac. Il faut même que je pense à la recharger de temps en temps pour pas qu'elle se décharge trop. Donc c'est vraiment très positif. Depuis que Sony sont passés sur leur nouvelle version de batterie, les NP-FZ100, elles sont excellentes. Et franchement, sur tous les boîtiers plein format, on a une autonomie incroyable. Et même sur l'Alpha 6600 d'ailleurs, qui a également ces batteries-là. Et au niveau des accessoires, en carte SD, j'utilise de la Lexar. J'ai de la Lexar en 2000 fois, alors j'en ai 4 forcément, puisque j'en ai 2 dans mon G9, 2 dans mon Alpha 7 III. Personnellement, j'ai 2 64 Go et 2 128 Go. Dans la plupart des situations, les 64 Go me suffisent. Dans certaines situations, j'ai besoin de la 128 Go. Dans tous les cas, je peux passer de l'une à l'autre. Au niveau du sac, pas de changement. Je suis toujours sur le Low Pro Tactic 350 AW. L'intérêt, c'est que c'est un sac ultra robuste, qui est coquet, qui vraiment, il n'y a aucun souci. Je sais que je peux l'emmener n'importe où en déplacement. Il va prendre quelques coups, ça sera même pas un souci. Donc le but, c'est jamais de donner des coups à son sac, mais comme moi j'utilise vraiment le matériel dans des situations assez extrêmes, eh bien j'ai besoin justement de cette solidité au niveau du sac. On espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aiguiller pour voir si le matériel que j'ai peut vous correspondre ou non, pour vous aider également à comprendre comment est-ce que moi je choisis mon matériel, donc comment est-ce que vous pouvez choisir votre matériel en fonction justement des critères que vous avez. Si vous voulez justement trouver le matériel le plus adapté à vos besoins, contactez-nous, les coordonnées sont dans la description. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on vous souhaite une bonne journée et à bientôt.